Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Aider de Eva Mazur et Catherine Testa, lu par Léonore Lemay. À tous ceux qui, dans les moments difficiles, sont les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Introduction. Le constat d'une nécessité. Comme vous, peut-être, nous sommes souvent témoins de situations de mal-être dans nos sphères privées et professionnelles. Les détresses psychologiques, petites ou grandes, passagères ou non, sont nombreuses autour de nous. Or, dans ces situations, nous ne savons pas toujours quoi dire, quoi faire, ni comment nous comporter. Nous ignorons les ressources disponibles pour réagir face à ces souffrances du quotidien. En échangeant avec notre entourage et le monde de l'entreprise, nous avons constaté un manque de culture générale sur la santé mentale et les troubles psychiques, ce qui retarde parfois de plusieurs années les demandes d'aide ou l'accès aux soins. De connaissances sur les interlocuteurs, les structures, les dispositifs et les professionnels du champ de la santé mentale. De formation sur les compétences relationnelles pour approcher une personne en détresse, l'écouter et l'informer. Le livre que vous tenez dans les mains est le fruit de 3 années de recherche, d'enquête et de rencontres. Nous l'avons construit comme une synthèse accessible à tous, comprenant les idées essentielles pour aider une personne en souffrance psychique. Une démarche construite ensemble. Nous sommes convaincus que chaque citoyen a un rôle à jouer pour contribuer à davantage de prévention en santé mentale dans notre société. Nous vous parlons ici de pair à pair, de non-professionnels de santé à non-professionnels de santé, dans les mots qui sont les nôtres. Nous avions à cœur de retranscrire, de façon simple et sans jargon complexe, tout ce que nous avons appris ces dernières années pour mieux accompagner nos proches dont la santé mentale se dégrade. Pour écrire ce livre, nous nous sommes mis à l'écoute de personnes qui soutiennent un proche en souffrance psychique, qui ont accepté de témoigner de leur vécu, partager leurs émotions, leurs difficultés, leur regard sur ce que voulait dire pour elles aider. De ceux concernés par des moments de détresse psychologique ou un trouble psychique qui se sont confiés sur les gestes et les attitudes qui ont été aidants pour eux. De structures et d'associations du champ de la santé mentale qui nous ont transmis de nombreuses ressources. De professionnels de santé, médecins, psychiatres, psychologues, thérapeutes, avec qui nous avons échangé sur les connaissances élémentaires à transmettre au grand public en matière de relations d'aide pour agir en prévention. Vous sentirez leur présence au fil des pages. Il nous semblait impératif de rendre visibles leurs paroles. Ces bribes d'histoire ont été recueillies au cours d'échanges denses, souvent bouleversants. Nous remercions tous ceux qui ont partagé avec nous ces moments parfois très intimes et qui ont contribué à ce que ces pages prennent vie. Semer une graine, s'inspirer. Alors, comment nous lire? Cet ouvrage n'est ni une parole d'expert, ni une recette miracle, pas plus qu'il n'est une méthode à suivre à la lettre. Nous l'avons présenté sous la forme de 67 idées autour des questions fréquentes que l'on se pose. Comment savoir si une personne est en détresse psychologique? Comment réagir et l'écouter? Comment poser ses limites et ne pas s'oublier dans l'aide qu'on apporte? Les réponses sont évidemment complexes. Il est impossible d'établir des règles générales s'appliquant à toutes les situations. Nous avons cherché à apporter des éclairages pouvant vous permettre de vous sentir mieux outillés. Nous avons voulu semer une graine et transmettre les informations qui nous paraissent les plus essentielles lorsqu'on est profane en la matière et qu'on s'inquiète pour une personne de notre entourage. Nous vous invitons à prendre dans ces idées celles qui font écho en vous par rapport à la situation que vous vivez. Nous espérons aussi, à travers ce livre, vous apporter un peu de réconfort. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Qui sommes-nous? Eva Mazur. Après un master de criminologie, j'ai créé et animé des programmes de prévention de la récidive en Angleterre, auprès de femmes condamnées à une peine de justice et, pour la grande majorité, victimes de violences. Jeune travailleuse sociale, j'ai souvent été désarmée pour accueillir la souffrance morale de ces femmes, dont la plupart faisaient face à des problèmes de santé mentale sévères. J'ai fait de nombreuses erreurs en voulant aider et accompagner.
Ce sont elles qui m'ont appris les bases de la relation d'aide et m'ont fait comprendre que mon rôle était avant tout de les écouter. Écouter leurs besoins et leurs souffrances, certes, mais aussi leur histoire, pour ne jamais oublier l'être humain derrière ses visages et les étiquettes apparentes. De cette expérience, une conviction me guide encore aujourd'hui. Ne pas présupposer à la place des autres ce qui est bon, bien ou juste pour eux. En travaillant avec Catherine pour le média digital L'Optimisme et au contact quotidien des lecteurs, j'ai mesuré à quel point notre bien-être mental et celui de notre entourage était un sujet fédérateur. Il n'est point besoin d'être soignant pour tendre la main. Il n'est point besoin d'être psychologue pour transformer nos «ça va» de politesse en «comment ça va vraiment». Enfin, il n'est point besoin d'être docteur pour déconstruire les préjugés sur la santé mentale dans nos discours quotidiens. Nous ne savons jamais combien nous sommes à cacher une détresse par un sourire. Derrière nos masques, nous taisons tout signe de faiblesse et ne cherchons pas spontanément de l'aide. Alors, parfois, nous avons besoin de cet ami qui nous signale sa présence, de ce parent qui nous montre qu'il ne nous juge pas, ou de ce collègue qui nous dit «Eh, tu sais, c'est OK de ne pas aller bien. Tu peux en parler à quelqu'un». En 2021, nous avons découvert qu'il existait en France les premiers secours en santé mentale. Cette formation, suivant la logique des gestes de premier secours physique, s'adresse à tous ceux qui veulent apprendre à aider. Son objectif est d'enseigner à la population générale les gestes et les réflexes de base lorsque quelqu'un est en détresse psychologique ou traverse un état de crise. L'enjeu de ce programme est également de déstigmatiser les troubles psychiques et d'avoir de nouvelles représentations de la santé mentale, ces mots étant encore porteurs de nombreux fantasmes. J'ai tout de suite adhéré à cette démarche citoyenne que j'ai proposé à Catherine de développer au sein de l'Optimisme. Nous avons formé près de 200 secouristes ces 2 dernières années. L'originalité de ce dispositif tient à son mode de transmission des savoirs. Les citoyens, non professionnels de santé, s'éduquent entre eux, à partir d'un socle de connaissances communs, validé scientifiquement. C'est surtout en formation et sur le terrain que je constate que soulever le sujet de la santé mentale, dans un cadre sécurisant, peut être libérateur. Il ne se passe pas une session sans que les participants partagent ce ressenti. Mais en fait, on a tous une histoire à raconter. En ouvrant la parole sur nos parcours de vie, toujours uniques mais teintés de ressemblance, nous avançons vers plus de compréhension et de tolérance à l'égard de nos vulnérabilités. À côté du secourisme en santé mentale, nous avons construit, avec des ingénieurs pédagogiques et des professionnels du champ de la santé mentale, des modules et des programmes de sensibilisation pour transmettre les fondamentaux de la relation d'aide à tout un chacun et donner une plus grande visibilité aux dispositifs de soutien existants. Enfin, tout désir de transmission rencontre des motivations plus profondes. Dans mon parcours personnel, ma santé mentale s'est trouvée fragilisée, à l'image de l'instabilité du monde d'aujourd'hui. L'épreuve du trouble psychique a orienté mes actions et mon engagement associatif auprès de mes pairs, des patients et des usagers, me guidant jusqu'à vous. C'est grâce à des gestes simples de mon entourage que j'ai pu poursuivre ce chemin de reconstruction et de mieux-être. L'écriture était aussi l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui, sans le savoir forcément, m'ont un jour aidé. Catherine Testa. Ce n'est pas signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Cette phrase de Jiddu Krishnamurti représente à elle seule la vision que j'ai toujours eue de la santé mentale. Un sujet qui pouvait tous nous concerner, tant notre monde me paraissait aller de travers. Du plus loin que je m'en souvienne, il m'a toujours semblé normal que chacun éprouve, au cours de sa vie, le besoin de consulter un psy. Et jamais je n'ai eu de représentation négative de cette démarche, pas plus que du trouble psychique. C'est d'ailleurs en écrivant ce livre que j'ai pris conscience de la stigmatisation que pouvaient vivre celles et ceux qui osaient se dévoiler et en parler. Combien de fois ai-je demandé à Eva: «Vraiment? Les gens pensent ça? Comment est-ce possible?» Enfant, je crois n'avoir jamais entendu mes parents véhiculer de clichés sur la santé mentale, ni dans un sens ni dans l'autre.
J'ai ainsi eu la liberté de choisir le regard que je portais sur le sujet. Je ne saurais dire pourquoi, mais adolescente, j'avais la conviction que personne ne pouvait vraiment savoir ce qui se passait à l'intérieur de chacun. Puis, il y a eu les études. J'ai choisi le développement durable. On ne parlait pas encore d'éco-anxiété. Pour autant, la société me semblait de plus en plus dysfonctionnelle. Il m'apparaissait donc logique et légitime de se sentir angoissé, voire déprimé par le monde dans lequel on vivait. À cette époque, j'étais convaincue que les personnes diagnostiquées de différents troubles étaient avant tout des personnes plus conscientes et éveillées que les autres qui ne pouvaient supporter notre réalité. En parallèle, j'ai vécu dans différents pays et contextes au sein desquels prendre soin de sa santé mentale était valorisé et valorisant. Voir un therapist ou suivre un parcours vers un meilleur équilibre de vie était parfaitement accepté. En 2016, à mon retour en France, j'ai fondé l'Optimisme et commencé à travailler sur la thématique de la qualité de vie au travail. Sur le terrain, collaborateurs, managers et dirigeants me partageaient régulièrement leurs souffrances. Nul ne me semblait épargné, pas même les artistes que je côtoyais. Quelle distorsion entre l'illusion extérieure du « tout va bien » et la réalité intérieure. Dès lors, j'ai compris qu'on ne pouvait jamais présager de la santé mentale de quelqu'un, et encore moins avoir l'arrogance de juger. Au fil des années, les médias de l'optimisme ont gagné une forte audience sur les réseaux sociaux, dépassant le million de lecteurs. L'équipe a commencé à recevoir chaque semaine des messages de détresse. Je n'en peux plus. Comment rester optimiste? Plus rien n'a de sens. Sous l'impulsion d'Eva, nous nous sommes formés pour mieux répondre à ces messages. Car cela ne va pas de soi. Que dire? Comment aiguiller? Ces 3 dernières années, en parallèle des conférences et des formations dispensées en entreprise, nous avons partagé sur nos réseaux sociaux de nombreux visuels, interviews et ressources sur la santé mentale. Écrire ce livre aujourd'hui, c'est poursuivre ces échanges entre tous pour démocratiser la santé mentale. Dernier point, je suis moi-même concernée et suivie par un professionnel de santé. Mesurant que, de par mon parcours personnel et professionnel, il est plus facile pour moi que pour beaucoup d'en parler, j'ai décidé de m'engager dans des actions de sensibilisation et de communication autour de la santé mentale. J'espère qu'en ouvrant la parole, cela permettra à davantage de personnes d'aider, mais aussi d'oser être aidées. Quelques précisions. Le mot aider. Nous prenons dans cet ouvrage le verbe aider dans sa définition générale, extraite du Larousse. Apporter son secours à quelqu'un, joindre ses efforts aux siens dans ce qu'il fait, lui être utile, faciliter son action. Nous parlerons dès lors d'aider au sens large chaque fois qu'une personne non professionnelle a cette volonté de combiner ses efforts pour soutenir quelqu'un en situation de détresse psychologique, que ce soit momentanément ou sur le plus long terme. Tout le monde peut être aidé et aidant au cours de sa vie. Ces rôles sont interchangeables et ou superposables. Le mot aider a fait sourciller, à juste titre, quelques-uns de nos témoignants, suggérant qu'aider revenait à faire à la place de l'autre. Ce n'est pas notre positionnement. D'ailleurs, dans ce livre, soutenir et accompagner peuvent être entendus comme d'autres dimensions du verbe aider. Nous avons aussi choisi ce mot en référence au célèbre proverbe chinois « conseiller est aisé, aider est difficile ». Par aidant ou aider, nous ne visons pas ici des positions figées ou des rôles strictement définis, mais toute situation dans laquelle une action, une attitude ou un geste est mis en œuvre pour soulager une personne que l'on voit aller mal. Nous n'avons pas souhaité parler d'un profil type d'aidant ou d'aidé. Selon votre cas, le terme « proche aidant » pourra aussi vous paraître plus adéquat. Pas d'injonction à l'aide. Bien que convaincu de l'importance de modifier certaines perceptions et croyances sur la santé mentale et de créer une société plus tolérante à l'égard des troubles psychiques, nous ne souhaitons pas non plus qu'une injonction à aider soit véhiculée dans les discours.
Il s'agit, à nos yeux, de générer davantage de prise de conscience, de dialogue et de partage d'expériences pour trouver des leviers d'action, sans pour autant créer une nouvelle contrainte. 1. Oser parler de santé mentale. Idée. 1. S'interroger sur ce que signifie santé mentale. 2. Comprendre le double continuum de la santé mentale. 3. Connaître quelques chiffres repères. 4. Composer entre tabou et effet de mode. 5. Définir les troubles psychiques. 6. Considérer l'imaginaire collectif autour de la santé mentale. 7. Bouger le curseur des représentations négatives autour de soi. 8. Neutraliser certains préjugés répandus. 9. Mesurer l'impact des mots dans nos conversations. 10. Être acteur de déstigmatisation. On entend souvent: «Ah non, on ne parle pas de santé mentale chez nous, c'est trop intime». Pourriez-vous remplacer santé mentale par bien-être mental? Je pense que cela fera moins peur aux collaborateurs. Cette requête nous est régulièrement faite lorsque nous organisons des journées de sensibilisation en entreprise. Parler de santé mentale semble gênant. Périphrase, détour, hésitation, embarras. Nous devons souvent l'évoquer du bout des lèvres. Quand nous animons des ateliers ou des formations, nous demandons toujours aux participants leurs impressions sur les mots pour connaître la résonance que ceux-ci induisent chez eux. Lorsque vous entendez santé mentale, que ressentez-vous? Cela fait-il émerger des images, des sensations, des pensées agréables, désagréables ou neutres? Selon le contexte, les réponses divergent, mais beaucoup de mains se lèvent sur la dimension désagréable que suscitent ces termes. Est-ce le mot santé ou celui de mental qui déclenche tant de représentations négatives? Et si, pour mieux aider nos proches, il nous fallait repartir de zéro? Ce fut le début de notre aventure. Pour ne plus être effrayés par ces termes, nous avons cherché à les comprendre. Santé, santé mentale, troubles psychiques. Les définitions sont nombreuses et pas toujours accessibles au grand public. La première étape de notre livre consiste donc à partager avec vous les éléments de compréhension qui nous ont permis de dépasser une partie de nos craintes et préjugés. Moins impressionnés par les mots, nous avons ainsi pu ouvrir la conversation avec notre entourage et leur dire: osons parler de santé mentale. Idée 1. S'interroger sur ce que signifie santé mentale. Sonder son entourage. Nous demandons régulièrement à nos amis, à nos collègues, à notre communauté sur Internet: qu'est-ce que la santé mentale pour vous? Certains l'associent aux notions d'équilibre, de bien-être et d'épanouissement. Mais beaucoup nous parlent de folie, de maladie, de psychiatrie, de médicaments ou encore d'hôpital. La dimension médicale du terme est très souvent mise en avant. Au hasard d'une rencontre sur le quai d'une gare, Karim, un jeune homme d'une vingtaine d'années, nous partage sa définition. La santé mentale, c'est kiffer sa vie, non? Cette phrase, comme un déclic, nous rappelle l'essentiel. Il n'y a pas assez de kiff dans les discours autour du sujet. Faute d'une communication préventive et d'un rapport positif à la santé mentale, nous sommes hélas trop nombreux à réaliser que nous avons une santé mentale le jour où nous la perdons. On sensibilise les citoyens à prendre du temps pour leur santé physique. Pourquoi ne les sensibilise-t-on pas à prendre du temps pour leur santé mentale? La santé mentale fait partie de la santé tout court. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale est donc une composante de la santé et communique avec ses autres dimensions. Le bien-être physique, les besoins de mon corps sont-ils satisfaits? Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que je me sens en forme? Et le bien-être social.
Est-ce que je me sens bien dans la communauté dans laquelle je vis? Ai-je des possibilités de croissance et d'évolution? Est-ce que je me sens intégrée et en sécurité dans la société? Lorsqu'une de ces dimensions est fragilisée, c'est l'ensemble de notre santé qui est impacté. Ce schéma, qui offre une vision holistique de la santé, permet de normaliser nos conversations sur l'aspect mental de notre bien-être. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Bien-être physique, bien-être mental, bien-être social. Santé. Plus précisément, l'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. Cette définition peut sembler comporter des concepts et des termes flous. Que signifie bien-être? Que veulent dire bien apprendre et bien travailler? Pour autant, cette acception offre une définition par l'affirmative de la santé mentale. Elle ne peut se définir uniquement par l'absence d'un trouble ou d'une maladie. La métaphore du bateau. Il peut être difficile de se représenter un état. Une métaphore que nous utilisons régulièrement pour illustrer la santé mentale est celle d'un bateau qui navigue en mer. Pour avancer, le bateau a différents carburants. Des ressources intérieures, confiance, estime, capacité à s'affirmer, résilience, et des ressources extérieures, travail, famille, amis, argent, logement. Le capitaine traverse les vagues de l'existence, tracas, stress, trauma, sans avoir besoin de sortir les rames lorsque ses carburants sont suffisants. Mais il est possible que ceux-ci se consument trop vite au cours des tempêtes, un accident, un harcèlement, une agression, un deuil, etc. Et quand les ressources viennent à manquer et qu'une nouvelle vague survient, il ne lui est alors plus possible de s'adapter face à l'agitation de la mer. Le bateau risque de dériver et le capitaine aura peut-être besoin de secours ou d'une aide extérieure. Idée numéro 2. Comprendre le double continuum de la santé mentale. Notre santé mentale, celle de nos proches ou encore de nos collègues, peuvent s'altérer à tout moment. Ces altérations sont variées et s'étendent sur toute une gamme, du mal-être passager et circonstancié à ce que les psychiatres ou autres professionnels de santé appellent troubles psychiques. En fonction des cultures, des époques et des traditions, d'autres façons de désigner ces altérations existent. Les bouddhistes les nomment des perturbations de l'esprit, par exemple. D'ailleurs, qui n'en connaît pas? Qui n'a jamais vécu de moments de stress, d'anxiété, des humeurs changeantes? Qui n'a jamais eu d'idées bizarres ou ne s'est jamais demandé s'il était normal de penser ceci ou cela? Alors, quand passe-t-on de «je ne me sens pas bien» à «je suis malade» ou «j'ai un trouble»? S'il y avait une délimitation franche d'un état à un autre, ce serait beaucoup plus simple, mais bien trop réducteur face à la complexité des êtres humains que nous sommes. Sur le continent de la santé mentale, la frontière entre le pays des gens malades et le pays des gens sains n'est pas clairement délimitée. Pourtant, nombreux sont ceux qui raisonnent encore en termes de eux versus nous, tels les habitants de deux pays différents. Une façon d'estomper cette vision binaire est de voir les notions de santé mentale et de troubles psychiques à travers des continuums, des axes sur lesquels nous cheminons de notre naissance à notre mort. Le double continuum de la santé mentale. Bonne santé mentale, mauvaise santé mentale. Aucun trouble psychique grave. Nous nous déplaçons tous sur l'axe horizontal dans une certaine mesure. D'un côté, il y a l'absence de troubles ou de symptômes, et de l'autre, le trouble psychique grave. Entre les deux, une multitude de degrés possibles, des troubles légers, modérés, etc. Cet axe ne suffit pas à exprimer le niveau de bien-être ou de mal-être ressenti. En effet, il est possible de n'avoir aucun trouble psychique et de se sentir en souffrance ou en mauvaise santé mentale.
C'est par exemple le cas lorsque nous sommes confrontés à une détresse psychologique réactionnelle, lors d'un deuil, d'une rupture, d'un licenciement. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui vivent avec un diagnostic de troubles psychiques et se considèrent en bonne santé mentale. Ils peuvent alors se situer haut sur l'axe vertical tout en étant plutôt à droite de l'axe horizontal. Ces continuums nous rappellent que troubles psychiques et santé mentale sont des concepts distincts mais interreliés. Ces états ne sont pas figés. Les frontières entre ce qui relève du normal et du pathologique ne peuvent être appréhendées de manière tranchée. Régulièrement, nous nous posons la question: où nous situons-nous sur ce graphique? Et il ne nous est pas toujours aisé de répondre. Nous vous invitons d'ailleurs à en faire de même. Idée numéro 3. Connaître quelques chiffres repères. Être informé de certains chiffres permet de prendre conscience que les problèmes de santé mentale, les troubles psychiques et la détresse psychologique nous concernent tous. S'il nous semble utile de les mentionner, ils sont à manier avec prudence pour ne pas tomber dans la dramatisation ou l'alarmisme. Fin 2022, date à laquelle nous écrivons ce livre, en France, une personne sur 5 est touchée par un trouble psychique chaque année, soit 13 millions de Français. 64% des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 10-25 ans. 15% des jeunes en France connaissent un épisode dépressif caractérisé. Avec plus de 23 milliards d'euros par an, les dépenses remboursées au titre de la détresse psychique et des maladies psychiatriques sont le premier poste de dépenses de l'assurance maladie, devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. En septembre 2022, l'enquête Coviprev de Santé publique France estimait que 18% des Français montraient des signes d'un état dépressif. 26% des Français montraient des signes d'un état anxieux. 71% des Français déclaraient des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours. 12% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Ces tendances, stables depuis plusieurs mois, sont malgré tout au-dessus des niveaux hors épidémie. Dans le monde du travail, le burn-out est dans la ligne de mire et préoccupe les directions des entreprises depuis quelques années. D'après le 9e baromètre du cabinet Empreinte Humaine, en mars 2022, 2,5 millions de salariés français étaient en état de burn-out sévère. Les médecins du travail nous ont rapporté une évolution notable. Si auparavant les douleurs physiques, des maux de dos par exemple, étaient les premiers motifs de consultation, aujourd'hui ils reçoivent de plus en plus de salariés pour stress, pression, surmenage, harcèlement, etc. Ces chiffres permettent de comprendre que la santé mentale est un enjeu sociétal majeur. Les troubles psychiques sont bien plus répandus qu'on ne le pense. Nul n'est épargné ou à l'abri de la détresse psychologique. Enfants, ados, étudiants, salariés, parents, seniors. D'ailleurs, ces chiffres nous interrogent. Comment se fait-il qu'il y ait tant de personnes concernées par un diagnostic psychiatrique et que l'entrée dans cet univers soit pour beaucoup l'équivalent de la traversée d'un no man's land? Comme pour beaucoup d'autres ressources sur la planète, nous nous interrogeons. Sommes-nous en train d'épuiser ce précieux capital qu'est notre santé mentale? Et comment en sommes-nous arrivés là? Quelles conséquences pour les jeunes, les enfants et les étudiants? Idée numéro 4. Composer entre tabou et effet de mode. 3 Français sur 4 considèrent que la santé mentale est un sujet tabou. Conséquence, nous taisons nos ressentis et mettons sous cloche nos émotions. Nous vivons ainsi un étrange paradoxe. D'un côté, les souffrances psychologiques sont de plus en plus visibles dans notre société. De l'autre, une large partie de la population estime qu'il est toujours difficile d'en parler et de demander de l'aide. Côté entreprise, une responsable communication nous racontait qu'on lui interdisait de parler de stress dans ses communications internes. Certains DRH considèrent qu'évoquer la santé mentale au travail constitue un risque, celui d'ouvrir la boîte de Pandore. Tout le monde va se reconnaître malade.
Et c'est parfois un drame qui initie une démarche de prévention. Il est urgent de transformer cette croyance selon laquelle en parler, c'est aggraver le problème. Dans le cercle privé, il n'est pas toujours bienvenu non plus d'exprimer nos faiblesses psychologiques. Chez nous, la santé mentale, c'était tabou. On était dans le concret, le factuel, le rationnel. Mon père était mal à l'aise avec ce qu'il ne comprenait pas, une sorte de gêne avec les états d'âme. C'était un peu «ici, on ne pleurniche pas pour rien». J'ai reproduit ce schéma avec mon fils. J'aurais aimé lui apprendre à partager davantage ses émotions quand il était enfant, en lui disant plus souvent «Tu as le droit de ne pas aller bien, parlons-en». Nous pouvons nous demander pourquoi un tel tabou. D'après une enquête Aesio, menée en novembre 2021, les personnes affectées par la dégradation de leur bien-être mental ne parlent pas de leurs ressentis pour 2 raisons principales: la peur du regard des autres et la fierté relative à l'aveu de faiblesse. La croyance selon laquelle ne pas être en bonne santé mentale égale faiblesse d'esprit, manque de personnalité ou de motivation est encore très répandue. À côté du tabou que certains ressentent, une autre réalité coexiste. Vous pouvez avoir l'impression que parler de santé mentale est désormais branché et tendance. Et il est vrai que de plus en plus d'internautes, de salariés, d'artistes ou de dirigeants prennent la parole et évoquent publiquement leurs histoires. Si d'aucuns dénoncent un effet de mode, d'autres y voient l'occasion de rendre public et accessible un sujet mis trop longtemps sous le tapis. Idée numéro 5. Définir les troubles psychiques. Au cours de votre lecture, vous verrez que nous parlons parfois de troubles psychiques. Ces mots sont souvent revenus dans les témoignages. Il nous semblait donc pertinent d'en donner quelques éclairages, sachant qu'il ne s'agit là que d'informations très succinctes, ne pouvant englober toute la complexité et les débats entourant ce terme. D'un point de vue médical, nous pouvons retenir que les troubles psychiques se manifestent par des symptômes et que leurs modes d'expression sont très variés d'un individu à un autre. Ces symptômes sont regroupés en catégories diagnostiques et vous en connaissez forcément. Parmi les plus fréquents, nous pouvons citer les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, dont la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessionnels compulsifs, les addictions, etc. Des centaines de troubles psychiques sont référencés dans les grandes classifications internationales, mais cela ne relève pas de notre ressort d'utiliser ou de connaître ces manuels qui sont peu exploitables pour les non-spécialistes que nous sommes. Tout au plus pouvons-nous connaître leur existence ou en lire des extraits pour mieux comprendre tel ou tel trouble. Ces classifications, bien qu'utiles pour les praticiens, sont loin de faire l'unanimité. Sachez simplement qu'elles constituent des grilles de lecture, utilisées ou non par les professionnels pour donner un cadre à leur intervention. Nous avons beaucoup hésité avant d'aborder la notion de trouble psychique, un vocable propre au monde médical. Pendant l'écriture de ce livre, nous nous sommes confrontés à des discours contradictoires. Même chez les professionnels, les avis divergent. C'est ainsi qu'une psychologue nous a confié au cours d'un appel: personne ne contribue à la déstigmatisation en parlant de troubles psychiques. Les personnes qui souffrent sont les survivantes d'un système qui marche à l'envers et qui les a traumatisées. Elles ne sont pas malades. D'autres professionnels, la majorité, nous l'assurent. Les gens doivent comprendre que les maladies psychiques sont avant tout des maladies. Nous avons été ainsi tiraillés entre le besoin de poser ces mots pour informer nos lecteurs et le souci de respecter ces visions plurielles. Des débats sémantiques, il y en aura toujours. Nous avons choisi d'utiliser l'expression «trouble psychique» à certains moments de cet ouvrage pour plusieurs raisons. Celle-ci est la plus utilisée dans la littérature scientifique actuelle. Des synonymes existent dans le langage courant: maladie mentale, maladie psychiatrique, trouble mental, trouble psychiatrique. Il n'y a pas de vocabulaire parfait et tous ces termes sont plus ou moins connotés. Lors de nos appels à témoignages, nombreux sont ceux qui se sont présentés à nous avec un diagnostic. Je suis bipolaire. Mon fils fait une dépression. Je suis allé voir un spécialiste pour mon trouble borderline. J'ai un TDAH et un trouble anxieux.
ce que nous aurions voulu savoir plus tôt sur les troubles psychiques. Les troubles psychiques sont fréquents. Un Européen sur 4 en souffrira au cours de sa vie. Les troubles psychiques se développent en grande majorité entre 15 et 25 ans. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils soient connus ou que de l'aide soit reçue à cet âge. Beaucoup de personnes souffrent d'être perçues comme différentes en raison d'un trouble et ont peur d'être étiquetées malades mentales jusqu'à la fin de leurs jours. Les troubles psychiques ne sont pas une fatalité. Il est possible d'apprendre à vivre avec. Chaque situation est unique. La dépression, la schizophrénie, la bipolarité n'existent pas. Il y a autant de modes d'expression des troubles que de personnes qui en souffrent. Idée numéro 6. Considérer l'imaginaire collectif autour de la santé mentale. Il est courant que les expressions santé mentale ou troubles psychiques engendrent des associations d'idées et des représentations parfois très éloignées de la réalité. Notre imaginaire collectif porte des fragments véhiculés par l'histoire, la psychiatrie, l'art, le cinéma, les médias, les discours politiques. Pour le comprendre, prêtez-vous au jeu et répondez de manière intuitive à la question suivante. Dans l'histoire du cinéma, à quel film pensez-vous si on vous dit santé mentale ? Nous faisons régulièrement ce test et les réponses les plus couramment citées à ce jour sont, dans l'ordre, Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975, Shutter Island, 2010, Split, 2016. Ces 3 films véhiculant clichés et préjugés alimentent les amalgames entre maladie psychique, folie et violence. Ils n'aident pas à dépasser la croyance que beaucoup ont encore. Problème de santé mentale égale enfermement de force. Les films mettant en scène des parcours de rétablissement aux issues positives sont hélas à la marge. Dans les médias, il n'est pas rare non plus de voir maladie psychique associée à dangerosité, participant à la stigmatisation des personnes en souffrance psychique. Or, ces représentations influencent nos comportements, nos actes et nos mots. En prendre conscience est un bon point de départ pour changer nos attitudes lorsque nous entendons dans une même phrase les mots folie, violence, santé mentale et maladie psychique. Heureusement, nous pouvons remodeler notre imaginaire collectif. Si un grand nombre d'acteurs jouent le jeu de la sensibilisation et non plus du sensationnalisme, d'autres regards seront possibles. C'est ce que fait par exemple la réalisatrice Vero Kratzborn, qui sillonne les salles de cinéma en France et à l'étranger pour présenter son film La forêt de mon père et susciter la discussion. Celui-ci raconte, à travers les yeux d'une adolescente, le quotidien d'une famille dans laquelle la maladie psychique fait irruption. La souffrance n'y est pas occultée, mais elle n'est pas exhibée pour autant. Le monde a tout intérêt à ouvrir les yeux sur une réalité autre que dite normale. C'est quoi la norme ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.